Bonjour, bienvenue dans le Café du Commerce. Nous accueillons aujourd'hui Damien Girard. Vous êtes député Les Écologistes du Morbihan. Vous êtes membre de la commission de défense de l'Assemblée nationale. Bonjour. Et Pierre-Yves Cadalin, vous êtes, à la commission des affaires étrangères et vous êtes toujours député insoumis. Absolument. Bonjour. Et Tristan Breillet, nous vous félicitons pour votre élection à Merci. la mairie de Lampol-Ploarzel et vous êtes toujours conseiller régional. Tout à fait. Et Jimmy Pin, lui, est toujours député MoDem et toujours à la commission du développement durable. Alors, première question, vous étiez, Damien, à cette semaine en session pour la loi de programmation militaire, qui est quelque chose en général qu'on programme donc sur plusieurs années, qui est d'ailleurs rarement respecté. Mais j'aimerais que vous nous fassiez un peu le point. Il y avait un complément qui était prévu de l'ordre de 3,6 milliards. Est-ce que ces promesses, compte tenu des difficultés budgétaires, vont être tenues? Quels sont les enjeux aujourd'hui de cette LPM, comme on dit dans le métier, dans le jargon? Bon, en fait, c'est une actualisation de la loi de programmation militaire qui courait de 2024 à 2030, qui a été votée en 2023, dont on savait en 2023, quand ça avait été voté, que les objectifs qui étaient alloués à cette loi de programmation militaire n'étaient pas suivis d'un budget suffisant. Malgré tout, il y avait 414 milliards d'euros qui avaient été mis dès à présent, programmés. Et là, il est rajouté 36 milliards pour en fait sincériser cette loi de programmation militaire. Ah oui, c'est pas 3,6 milliards, non, c'est 36 milliards. Pardon. 36 milliards, ce qui fait quand même somme importante. 6 à 7 milliards de plus en plus chaque année, au-delà de ce qui était déjà prévu, ce qui est une somme importante à ajouter et qui pose des questions sur les grands équilibres du budget de l'État, parce qu'en fait, la question qu'on doit se poser au tout départ, c'est: que protégeons-nous? On protège la démocratie, la capacité à durer dans un monde où les empires sont en train de monter. Et donc pour ça, il faut qu'on soit en capacité de financer correctement cette loi de programmation militaire, mais sans déstabiliser le pacte social qui fonde notre République. Il va falloir faire des choix. Et notamment des choix de recettes. Et ça va être un des enjeux qu'on va mener dans le débat, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des profiteurs de crise ces dernières années, des ultra-riches qui ont continué à s'enrichir, et ceux-là, on leur demande jamais de venir participer au budget de l'État. Et ça va être le moment de montrer qu'eux aussi sont patriotes, parce qu'il va falloir qu'ils amènent de l'argent. Je pensais que vous parliez des pétroliers. Mais aussi. Mais alors, justement, vous êtes député du MoDem, c'est pas votre spécialité, la défense. Mais quoique, vous savez, je suis d'un pays où quand même il y a une grosse industrie de défense, le bassin lorientais. Est-ce que vous estimez suffisamment bien informé? Les Américains, là, maintenant, ils vont atteindre 60 jours du conflit et ils vont devoir consulter le Congrès. Est-ce que, en tant que député, vous estimez que l'exécutif, qui a quand même un rôle à jouer dans cette guerre, même s'il a une position de neutralité, est-ce qu'il vous informe suffisamment? Écoutez, d'abord, je reprends ce qu'a dit M. Girard. On est là pour protéger la démocratie. Et je veux dire, c'est un beau terme que vous avez employé. Et oui, écoutez, on est suffisamment informé, on est suffisamment inquiet de ce qui se passe, parce qu'on parle du conflit au Moyen-Orient, mais il y en a d'autres. Le conflit en Ukraine, qui traîne et qui passe un petit peu à la trappe par ces temps-ci. Moi, je suis très fier de notre président de la République et je suis très fier de notre ministre des Affaires étrangères qui tient une position ferme, courageuse quand il est allé là, au mois de septembre dernier proclamer l'État de Palestine. C'était un acte de courage et un acte probablement qui a réussi à amener, je sais que M. Cadalin ne sera peut-être pas tout à fait d'accord avec moi, mais qui a réussi à amener une espèce de temps de repos un petit peu. Et que nous payons de la part des Israéliens qui ne veulent plus du tout que nous soyons aux négociations, aussi savez, bien à Washington que moi, ça me dérange pas que nous ayons de mauvaises relations avec M. Netanyahou. Alors, Pierre-Yves Cadalin, il y a, comme le disait Damien Girard, un problème d'arbitrage, de choix financiers. On voit aujourd'hui que le prix des carburants pèse très lourd sur les ménages. Il y a une aide d'ailleurs qui est prévue pour les pêcheurs, pour les chalutiers, etc. On se demandera si c'est suffisant. Mais en même temps, on va geler, je crois, 6 milliards de recettes. C'est les dernières annonces de M. Lecornu. Est-ce que on peut tout faire et est-ce qu'on va être à la hauteur dans tous les domaines? Parce qu'il y a un équilibre difficile à trouver.
Le problème majeur de ce gouvernement, c'est qu'il oppose en permanence les dépenses sociales aux dépenses liées à la défense. Et que notamment lors du dernier budget de la sécurité sociale, eh bien, notre hôpital a été largement sous-financé. Et le service de santé en général, j'en profite d'ailleurs pour soutenir la grève à Kérodrin depuis plus d'1 mois du personnel soignant ici à Brest. Et combien d'autres dans le pays ont besoin que des ressources supplémentaires soient déployées de ce côté-là sur la défense. Sur la défense nationale, tout cela dépend, vous disiez, je siège en commission des affaires étrangères, d'une stratégie et d'une stratégie internationale. Si nous voulons à toute crainte réarmer, pourquoi faire ? Personne ne pose ce débat-là de façon extrêmement claire dans le pays et surtout, personne ne pose la question centrale de réarmer, puisque c'est le terme à la mode, notre diplomatie. La diplomatie française a fait les frais des derniers budgets de façon éclatante. Nous avons de moins en moins de moyens dans nos consulats, dans nos ambassades. Comment faire ? Alors, pour instaurer la paix. Mais c'est bien là une urgence, c'est l'économie de la paix. Je suis d'accord avec vous, mais vous êtes un peu comme le Rassemblement national. Vous faites franchement. Non, mais vous faites la liste des courses. Vous dites, voilà, il manque ça et ça. Quand on est aux affaires, on est au pouvoir, il faut gérer. Oui, pour moi, l'enjeu il y a une question de recette que nous posons très clairement dans notre programme. Vous pouvez être d'accord ou non, mais nous sommes pour l'impôt sur la fortune, nous sommes pour développer les recettes sur les plus riches, et ça, l'extrême droite, jamais. Eux, ils ont des dépenses, pas de recettes. Il y a une chose qu'on remet pas, on n'en parlait pas beaucoup. Le premier qui a parlé de ça, c'était le discours de la Sorbonne en 2017. Je vous invite à le regarder. Macron, oui, tout à fait. Sur la défense et la sécurité européenne notamment. Je peux dire qu'il y avait quelques intuitions qui étaient extrêmement bonne aujourd'hui quand on le regarde dans le rétroviseur. Moi, ce qui m'interroge plus là, sur les questions de défense, notamment sur cette loi de programmation militaire, c'est la capacité industrielle que l'on a derrière, la base industrielle et technologique de défense. Ce qu'on a vu sur le budget de l'année dernière, c'est qu'on a des reports de crédit, à peu près aux alentours de 8 milliards d'euros. Et ces reports de crédit, en fait, ils nous montrent que derrière le complexe militaro-industriel, il a du mal à suivre. Et ça pose des questions, notamment en Bretagne et notamment sur le pays l'orienté. On voit ça passer à la région aussi. C'est la question de la fonderie de Bretagne. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui en France, notre base industrielle et la chaîne de décision, elle est capable d'absorber ces crédits-là. On a quand même une capacité, on l'espère, à produire des munitions, mais aujourd'hui, on le voit que ça pose la question de la crédibilité de l'économie de la défense sur le premier site de munitions en Bretagne. Damien Girard sur l'aide aux carburants, sur l'aide aux pêcheurs, et sur ce qui est en train de devenir un petit scandale, quand même, la fonderie de Bretagne, avec l'attitude d'Europlasma. Totalement. Expliquez-nous un peu. Non, mais sur Europlasma, d'abord dire que moi, dans le cadre de cette loi de programmation militaire, j'ai déposé plusieurs amendements qui permettent, s'ils avaient été adoptés, ce qui n'a pas été le cas, et j'ai vu que le Rassemblement national s'est fortement opposé à mes amendements, permettait à l'État de plus prendre corps sur Europlasma ou des entreprises de ce même type, et permettrait de mettre sous tutelle Fonderie de Bretagne pendant quelques années sous tutelle de l'État, un genre de nationalisation provisoire qui permettrait d'assurer l'avenir industriel du site et pourquoi pas le revendre demain à une entreprise qui est réellement intéressée par le côté industriel. Parce qu'aujourd'hui, Europlasma, M. Garnache, n'est juste qu'un financier qui cherche à faire de l'argent en bourse, mais absolument pas à développer le site. Ça fait plus d'1 an qu'il est propriétaire du site de Fonderie de Bretagne. Il ne s'est rien passé sur le site. Par ailleurs, dans la loi de programmation militaire, il est prévu 8,5 milliards d'euros pour reconstituer un ensemble de stocks de munitions. Et donc, ça permet d'imaginer justement de donner des débouchés à ce type d'industrie. Et donc, sur la montée en puissance de la BITD, on voit bien que, oui, il y a un mauvais pilotage, on va dire, par l'État sur un ensemble de sujets. Non, je vais être plus sévère que vous. On a un peu l'impression, Jimmy Pin, qu'on a un pays qui est en voie de désindustrialisation et qui est ruiné également. Et d'ailleurs, certains banquiers, Jean-Pierre Levat d'ailleurs, viennent de publier un livre pour dire on a une classe politique totalement incapable et qui était absolument
pas consciente des enjeux. Alors, on voit par exemple sur des problèmes concrets, la fonderie de Bretagne, etc. On nous avait promis qu'on allait augmenter notre capacité de production, des obus notamment, etc. En fait, on n'est absolument pas prêt. Alors, moi, je voudrais quand même remercier et féliciter tous les élus lorientais, de tous les bords, qui se battent un petit peu pour cette fonderie de Bretagne. Je voudrais aussi qu'au niveau de l'armement, on ait des retours d'expérience terribles de ce qui se passe en Ukraine. On voit de la guerre maintenant et les outils de guerre ont changé. Vous Quant battez, à votre mais question, est-ce que vous je y ne me bats pas. arriverez ? Je voudrais qu'on ait des retours d'expérience. Moi, je me bats contre ce que vous dites. Parce que arrêtons d'être malheureux et d'être miséreux en permanence. On a réussi cette fois-ci à garder un PIB qui était annoncé à 5,4% de déficit. On l'a passé à 5,1%. Il n'y a pas de quoi se glorifier. Quand même. Écoutez, on passe des moments quand même particulièrement difficiles. Nous sommes dans dans des conflits mondiaux en permanence. Après le Covid, c'était la guerre en Ukraine. Après la guerre en Ukraine, ça. Moi, je suis assez fier quand même de ce qu'on fait en France. Et gérons bien. Et gérons bien cette semaine. Dans quel pays, dans quel état laisse-t-il le pays ? Enfin, je voudrais pas faire de l'anti-macronisme primaire, mais un peu. Ouais, tout de même. On ne peut pas louer les mérites, comme on l'entend là, de vous deux, d'un Macron visionnaire, qui aurait une vision de long terme. Mais allez dire ça aux ouvriers de la Qu'est-ce qu'il y avait de Bretagne, fou il y a dans 350 familles, la vision du 300, discours de la Tristan Sorbonne? Breillet, Qu'est-ce qu'il y avait 350 familles aujourd'hui qui craignent d'être sur le carreau. Moi, je les ai eus au téléphone, ça suffit. On leur fait des fausses promesses. On leur dit c'est l'industrie de défense qui est en jeu. Eh bien, si c'est l'industrie de défense, si c'est une priorité, si on met effectivement davantage de budget dans les munitions comme c'est prévu par la loi de programmation militaire, eh bien, dans ce cas, on s'en donne les moyens. On fait un pôle public de l'armement. Si les privés se comportent comme des voyous, comme ça a l'air d'être le cas ici avec Europlasma, eh bien on nationalise, on prend les choses en main. L'ancien directeur général à l'armement de Le Cornu, le Premier ministre, il est dans le conseil d'administration d'Europlasma. Qu'est-ce que c'est de ce mélange des genres ? À un moment donné, ça suffit. Ici à Brest, on sait que ça marche aussi quand on fait du pôle public de l'armement. Ça s'appelait l'Arsenal. Eh bien, il n'y a pas de scandale à ça parce que, voyez-vous, dans les dépenses militaires, c'est pas back to USSR que vous nous proposez. Ça s'appelle la planification et justement la vision de long terme. C'est quoi une loi de programmation si ce n'est de la planification ? Bon, alors, monsieur Breillet. Sur un point important. Sur la question internationale, comment peut-on arriver à une situation où, par exemple, le Premier ministre est mais vraiment d'une vulgarité à l'égard de ma présidente du groupe parlementaire Mathilde Panot, disant qu'elle ment absolument sur la question de l'exportation d'armes à Israël, et ensuite Israël qui justement veut nous sanctionner, semble-t-il, Israël qui dit nous suspendons les importations d'armes en France, alors que le Premier ministre prétendait qu'il n'y en avait pas. Tristan Breillet, c'est un scandale. Ça n'est pas facile, et vous êtes aujourd'hui un élu local. Mais vous êtes brillant, vous savez vous défendre. Faites-moi un peu de défense et illustration du macronisme. Avec les encouragements du Mercure. Au bout de 10 ans, de quoi devons-nous être fiers ? Non, mais je suis pas là pour vous faire une dissertation sur le macronisme. Moi, simplement, ce que je peux vous dire, c'est que cet axe politique qui est celui des modérés central. Qui va de la social-démocratie jusqu'à la droite modérée européenne. Et qui a encore un bel avenir. À un an des élections présidentielles, moi je pense que cette intuition... vous voulez parler politique à un an des élections présidentielles, cette intuition et cet axe politique, à mon avis, c'est bien celui dans lequel il faut qu'on s'investisse, parce que sinon on aura d'un côté l'extrême gauche ou de l'autre côté l'extrême droite. Et quand on parle de préserver notre démocratie, qui est notre bien le plus cher, je crois que d'avoir le courage de la nuance ou d'avoir le courage de la modération, ce n'est pas un vain mot aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est ce que quand je vais au café à Lampol Ploarzel, eh ben les gens, ce qu'ils me disent, c'est ils ne me parlent pas de toutes ces tribunes d'estrade que malheureusement parfois on peut voir à l'Assemblée nationale notamment, mais ils me parlent de santé, ils me parlent de logement. Un mot et après c'est Damien. Non mais écoutez, aujourd'hui c'est le jour du dépassement. Aujourd'hui, on a consommé sur la planète plus qu'on devrait consommer. Profitons, mais cette fois-ci, profitons vraiment de ces périodes de crise, de ces périodes de difficulté. Le prix du gasoil ne baissera pas. Le prix du gasoil ne baissera pas. Maintenant, dans un armement de pêche, parce qu'on vous en parler, c'est la moitié du chiffre d'affaires d'un pêcheur, le gasoil. Donc il faut à tout prix qu'on arrive à changer et qu'on se donne les moyens. Mais qu'on se donne les moyens tous ensemble contre
le Front National, le Rassemblement National qui a voté les ZFE avec la France Insoumise, ça je vous en veux terriblement d'avoir, alors que c'était un outil, c'était un outil fantastique pour la transformation de nos industries automobiles. Moi je suis fier d'être français quand je vois... Alors ça vous paraît futile quand je vois les Jeux Olympiques. Regardez comment on a accueilli le monde au moment des Jeux Olympiques. Et souvenez-vous-en, je suis fier d'être français, d'avoir été rapidement français de la façon dont on a reconstruit Notre-Dame. Et je suis fier d'être français. Citez-moi quelques commémorations. Et je suis fier d'être français quand je vois les efforts qu'on a fait, quand je vois les efforts qu'on a fait sur la qualité de l'air, quand on a fait des efforts. Et trouver le travail paye pas assez. Ah, on est d'accord. Je pense qu'on est un peu d'accord. On est un peu d'accord là-dessus. Votre candidate Marine Tondelier donc est partie un peu avant tout le monde elle est candidate à la présidentielle. On a un peu l'impression que les socialistes finalement se laissent un peu envahir par l'esprit de la gauche insoumise. En tout cas, ils sont en train de gauchir sérieusement leur programme, si j'en juge par les déclarations de Boris Vallaud. Tout ça vous paraît de bon augure? Non, mais je pense qu'on. Parce qu'il s'agit quand même, on a une campagne, il va falloir élire quelqu'un dans un an. Hein. Exactement. Et quelqu'un d'autre que du Rassemblement National. On voit les enjeux. On a un tout petit peu évoqué la loi de programmation militaire, c'est bien plus compliqué que ça. Il y a des enjeux positifs dans cette loi de programmation militaire. Moi, je suis très inquiet de l'état d'urgence, le sous-état d'urgence qui s'appelle l'état d'alerte avancé, qui est prévu dedans, qui vraiment, il faut qu'on le regarde, y compris avec le risque dans un an, voir le Rassemblement national en responsabilité dans ce pays. Face à ça, il faut qu'on soit extrêmement prudent vis-à-vis de tous les structures d'exception, les états d'exception qu'on peut mettre en place. Et oui, face à cette inquiétude, parce que si la France bascule en 27, on embarque la plaque européenne, moi je vous le dis, et c'est un monde dans lequel qui s'ouvre. On embarque la plaque européenne, pour l'instant, a été battu quand même. Exactement. Pour l'instant, la plaque européenne est intelligente et réfléchie. On verra la suite en Hongrie, on sait qui est parti, on verra si ça ne peut être que mieux, mais c'est pas complètement gagné. Il faut surtout des programmes maintenant. Hein. Et si la France devait basculer, ce serait dramatique. Donc moi je suis unioniste à gauche. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est la meilleure façon de construire un programme ambitieux, d'avoir une incarnation à la fin qui regroupe un maximum de forces, qui embarque la société et qui peut permettre de gagner. C'est quoi les points d'accord entre Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon ? Je ne vais pas vous le répondre en 30 secondes ici. Quoi qu'il arrive, ça sera une seconde de Est-ce que les insoumis ne tire pas un peu la gauche vers le bas, au sens où alors finalement, mais non, mais je veux dire, c'est peut-être plus un commentaire. Non, mais quelque part, c'est assez amusant. Non, mais je veux dire, vous avez des positions maximalistes, elles sont pas maximalistes. Et la France, elle reste en fait terriblement centriste. Non, ça c'est ce que vous dites. Non. Honnêtement, ce que j'espère, et je le dis aux personnes qui nous écoutent, parce qu'effectivement, c'est sans doute l'élection présidentielle la plus décisive de toute la Ve République qui vient. Moi, je dis, intéressez-vous-y. Lisez les programmes. Le nôtre, on l'actualise, il est déjà là. Retraite à 60 ans, hausse du SMIC, passage à la 6e République, participation. Et on parlait de recettes et de financement tout à l'heure. Comment financer tout ça ? Enfin, le partage des richesses, parce que ça suffit que les milliardaires se lavent et pourrissent le pays. Moi, je pense qu'il faut être clair. Ça s'appelle la gauche. Ça s'appelle les milliardaires, ça ne suffira pas. Vous agitez ça comme un gris-gris. Je ne suis pas milliardaire, mais enfin quand même. Non, mais on sait qui vous défendez. Il n'y a pas de problème. Je défends tout le monde. La question, c'est que nous avons une proposition claire de gauche qui est disponible. Elle est là. Il faut désormais. Vous n'avez pas de programme commun. Jusqu'à nouvel ordre, il n'y a pas de programme commun. Mais si vous voulez dire, on est le boulet. Franchement, il y a tout un tas de pays européens où il n'y a plus de gauche. Elle a complètement disparu. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est radicalisée ? Si nous n'étions pas là, eh bien, non, mais si nous n'étions pas là, il n'y aurait pas de gauche dans le pays. Donc il faut aujourd'hui rassembler et gagner, parce que je suis désolé de vous le dire, mais personne ne veut que continue une politique ultra-libérale de destruction des services publics. Ça va peut-être vous faire du mal, mais si vous n'étiez pas là, on aurait moins de crainte d'avoir le Rassemblement national. Attendez, personne ne veut. Vous rigolez ? Vous effrayez. Qui a fait monter le Rassemblement national ? C'est Emmanuel Macron et sa politique, sa destruction de l'hôpital, de l'école. C'est bien plus vous par vos propos à l'Assemblée. Je vous jure que si. Parce que à tel point que maintenant, on vous compare tous les deux comme des partis extrêmes. L'un après l'autre. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Peut-être pas compte, mais votre politique est extrême.
Votre politique, elle a servi sur un plateau d'argent des ressources considérables aux plus riches de ce pays. Elle affaiblit nos services publics, ce qui a considérablement plongé. Je veux dire, les chiffres sont là. Des millions de concitoyens dans la pauvreté. Vous croyez que c'est quoi? C'est la responsabilité de la France insoumise? Certainement pas. C'est la responsabilité de ceux qui gouvernent. Et donc il faut passer à autre chose. Ce qui a d'ailleurs été le signal des dernières élections. Peut-être un détail que vous avez oublié, vous les avez perdus. Monsieur Cadalin, si on peut en placer. On ne peut pas dire que vous avez gagné non plus. En majorité, j'ai pas fini sur Jean-Pierre Mesbah tout à l'heure, qui était le directeur des cabinets de Pierre Mauroy, et qui dans son livre dit, si en gros les hommes politiques ne font pas preuve de réalisme, eh bien en gros c'est la BCE et le FMI qui prendront les décisions à la place des politiques français. Non, mais c'est pour ça que moi, c'est très bien d'essayer de se refiler la balle, à qui est la plus grande responsabilité de faire monter le RN, etc. Mais de continuer inexorablement à se renvoyer la balle, c'est aussi le faire monter. La réalité, c'est quoi le projet pour 27 ? C'est quoi le projet sur le modèle social? C'est quoi le projet sur le pacte productif? C'est quoi le projet sur l'intelligence artificielle? Sur l'énergie, sur le logement, sur l'écologie, sur tous ces sujets-là? Et en fait, aujourd'hui, c'est vrai, on parle de primaire, etc. Et on parle beaucoup plus. Mais qui coûte très cher. On parle beaucoup. Il coûte ce qu'il coûte. Et comment on le finance? C'est par exemple, quand je parle de modèle social, comment on finance la retraite à 60 ans aujourd'hui, quand on sait que le modèle social tel qu'il est constitué sur la base d'un pacte productif de sortie de guerre, on n'est plus du tout dans la même économie, on n'est plus du tout dans la même démographie. Donc vous vous plantez complètement sur mais après c'est le débat d'idées. C'est le débat d'idées, on n'est pas d'accord. Moi je trouve que vous plantez sur l'analyse et après vous pouvez me dire l'inverse. Bon, allez, Damien Gérard, un peu de. Va nous dire un peu. Oui, non, juste un mot. La retraite à 60 ans, elle est absolument financée dans le cadre de notre programme. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Et je prends l'exemple du grand âge. On dit qu'il y aura de plus en plus de gens dans la dépendance. Eh bien, on fait une branche de la sécurité sociale pour financer la dépendance. Sinon, comment on va faire? Eh bien, on va laisser au privé. Et les plus vieux d'entre nous vont se trouver, selon leur fortune, beaucoup de Français maintenant beaucoup de Français qui sont pour la retraite par capitalisation parce qu'ils se rendent compte. Mais non, c'est qui ils se rendent compte Et puis, elle existe déjà, la retraite par capitalisation. Et moi, ce que je veux dire à M. Cadalin, j'aimerais que mes enfants, ils aient déjà au moins 43 années de cotisation. Et qui sont les premiers à cotiser? Taisez-vous à droite. Les premiers à capitaliser, c'est l'éducation Taisez-vous, nationale. El-Kabash. Bon, alors, Damien Gérard. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu. Est-ce que, finalement, l'absence de primaire, à gauche comme à droite, c'est pas évidemment un risque énorme pour la compétition qui s'annonce? Moi, je m'intéresse évidemment plus à mon camp, et donc c'est pour ça que je plaide pour une primaire à gauche. Après, la droite fera ses choix et on les laisse faire. Mais pour autant, pour revenir un tout petit peu sur le débat. Oui, effectivement, quand on sort de 10 ans de responsabilité, présent à l'exécutif, on a une certaine responsabilité dans le paysage politique qui est là. Et force est de constater que Emmanuel Macron, qui avait expliqué qu'il ferait baisser le Rassemblement national, comme il dit lui-même, c'est pas vraiment un échec, mais c'est pas vraiment une réussite. Et clairement, il a fait monter le Rassemblement national. Pour autant, aujourd'hui, effectivement, les choses sont compliquées. On a plein de choses à construire ensemble. La transition écologique a mené de façon urgente au vu de ce qui est en train de nous arriver. Et la transition écologique est une arme de paix pour le monde qui vient, puisque ça réduit nos dépendances. Et donc, il est hors de question de sacrifier ça. Nous avons besoin d'avoir une défense crédible pour faire reculer, en tout cas pour faire une dissuasion conventionnelle au sein d'une Europe qui travaillera ensemble. Et donc, tout ça dessine un projet. Et évidemment, il faut le financer. Et je le dis, effectivement, Emmanuel Macron a fait un pari, celui du ruissellement, il est loupé. On voit que les ultra-riches n'ont jamais été aussi riches, c'est ceux qui ont le plus profité, et donc c'est eux qui vont plus contribuer. Si la société française se paupérise, on peut être d'accord sur ce constat, c'est peut-être aussi parce qu'elle est mal gérée, c'est peut-être aussi parce que dans le fond... On peut toujours mieux gérer, c'est pas le sujet. Mais aujourd'hui, quand on se prive d'une partie des recettes, il faut comprendre que, évidemment, cet argent nous manque à un moment, dans une société qu'on a besoin de... Un mot, Pierre-Yves, juste un mot. Et après, c'est Jimmy qui va conclure. Les génies de la finance n'ont manifestement pas su investir aux bons endroits. Nous, ça fait des années qu'on dit de la financiarisation de l'économie, fait de l'économie réelle, l'industrie, ça est sous-financée. Là, on y est. C'est une réalité. Et l'enjeu est essentiel. L'enjeu essentiel de la prochaine présidentielle aussi.
c'est le refus de la vassalisation aux États-Unis d'Amérique. Je veux dire, ce qui se passe en ce moment est une honte. Je veux dire, nous les laissons faire. Nous laissons même le président de la République se faire insulter, sans convoquer l'importance d'avoir une États-Unis d'Amérique. Et nous n'avons aucune position forte et ferme de la France comme elle l'a eu pendant longtemps au Moyen-Orient. D'où l'importance d'avoir une Union européenne forte, ce que vous ne défendez pas. Jimmy, vous avez juste un mot maintenant pour parler de votre championnat. Ah, c'est gentil, parce que vous savez que la France, la bête Quiberon va accueillir, excusez-moi de passer du coq à l'âne, mais c'est important, la bête Quiberon va accueillir 40 nations, 200 équipages à 2 ans des Jeux Olympiques, et je ne suis pas sûr que les Jeux Olympiques en Amérique seront aussi réussis que ceux en France. Est-ce que vous pouvez être tous d'accord là-dessus? Est-ce qu'on peut au moins vous réunir sur ce programme de la bête Quiberon? L'esprit Coubertin. On ira voir. On a vu que les Jeux Olympiques vous êtes le bienvenu. Ça a été une bonne surprise. Avec plaisir. L'esprit Coubertin, bonne si vous surprise. pouvez toucher... La cérémonie d'ouverture était remarquable. L'esprit collectif. Elle était remarquable, la cérémonie d'ouverture. Bon, écoutez, je pense que je ne vais pas réussir à vous mettre d'accord en une émission. Donc, je vous propose de revenir bientôt pour prolonger et approfondir tous ces sujets qui sont quand même assez complexes. Merci à vous. Avec un plateau paritaire, peut-être. Nous essaierons. On demandera à Cécile Baudouin de venir à votre place, d'ailleurs. Voilà. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Café du Commerce. Bon week-end. Merci.